Décidément, pas moyen de traverser ici. À moins que... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve à Ried et aujourd'hui on va parler du viaduc de Ried. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on pourrait presque parler de 8 viaducs au lieu d'un seul. En effet, cet ouvrage a pour fonction de franchir 3 obstacles: les voies CFF, l'autoroute et le Rhône, raison pour laquelle nous avons en réalité 4 sections de pont doublées l'une à côté de l'autre. Nous allons donc nous balader sous cet ouvrage et à mesure qu'on avance, je vais vous raconter l'histoire de cette construction tout à fait étonnante ici dans la vallée du Rhône. Avant la construction de l'autoroute, il n'y avait que la route cantonale et celle-ci passait par le centre de Ried, donc le centre historique, autrement dit des ruelles plutôt étroites. Avec l'augmentation du trafic, c'est devenu dangereux et pour assurer la sécurité des usagers de la route et des trottoirs qui ont été aménagés seulement par la suite, on a très tôt envisagé la construction d'une route de déviation, celle sous laquelle je me trouve en ce moment. Ainsi, dès 1934, des premières études sont menées pour un projet de déviation. Il faut savoir que de nombreux projets ont suivi avec des variantes d'itinéraires. Dans les années 60, le problème de la sécurité à Ried était devenu tellement épineux qu'on est allé jusqu'à construire un pont militaire provisoire jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée. Il y avait plusieurs aspects dont il fallait tenir compte. Je vous ai parlé des 3 obstacles à franchir. Cela était évidemment un des aspects, bien que l'autoroute n'existait pas encore. La conception du pont devait se faire dans cette optique de pouvoir intégrer un accès à la future autoroute de façon aisée. En 1969, le projet est avalisé par les 3 communes concernées, Ried, Chamoson et L'Étron. Mais il existait encore des oppositions des habitants de Ried qui considéraient la déviation trop éloignée du centre, aussi paradoxal que cela puisse paraître, puisque le but était justement de désengorger le centre. Finalement, les oppositions sont résorbées, disons-le ainsi, et le projet définitif est accepté le 31 mai 1972. Un an et demi plus tard, le pont est inauguré. Malheureusement, en 2019, on a observé des problèmes d'étanchéité, d'infiltration et des travaux d'inspection ont été menés pour s'assurer que cela ne représentait pas une sécurité pour les usagers. Et finalement, nous nous trouvons aujourd'hui avec un ouvrage en sursis. On va poursuivre la visite de l'ouvrage avec Monsieur Varron et Monsieur Sigenthaler de l'Office fédéral des routes. Bonjour. On va donc monter dans le caisson de l'ouvrage pour aller voir un peu plus en détail qu'est-ce qui pose problème finalement, c'est cela? C'est ça. Effectivement, nous allons aller voir là où sont les dégâts les plus visibles, puisque ces dégâts n'ont malheureusement pas été vus de l'extérieur, mais de l'intérieur. En fait, le caisson où on se trouve actuellement, eh bien,
Il ne mesure que 1,13 m de hauteur, donc c'est pas forcément facile à accéder. En fait, le principe de construction fait qu'ils ont d'abord réalisé la dalle inférieure, y compris cette remontée d'environ 10 cm, et ensuite ils ont bétonné la partie verticale. Et là on se rend bien compte que suite à ces défauts d'étanchéité, l'eau elle est rentrée, elle est à l'intérieur de ce béton, et puis elle ressort où il y a le joint. On le voit parfaitement. On voit ici, on a ces cages avec les sorties d'eau. Toutes ces petites traces blanches là. Exactement. En fait, ça, c'est simplement de la calcite qui était présente dans les agrégats et dans le ciment, qui fait que ça ressort et on voit parfaitement les infiltrations. Ben ça nous montre que l'eau, elle est à l'intérieur et surtout, eh bien qu'on a fait de nombreux tests, on le voit ici, où il y a ces feuilles plastiques. En fait, là, on a fait des essais pour aller voir à l'intérieur ce qui se passait réellement. C'est là qu'on a découvert les problèmes sur les câbles de précontrainte. Ici, je vais vous montrer. Là-dessous, on a fait un sondage. On en a fait plus de 200 sur l'ensemble de l'ouvrage. Et on se rend compte, voilà ce qui reste des barres d'armature. Ça, c'est l'armature du pont. C'est l'armature du pont. À certains endroits où c'est attaqué, lié à la présence des chlorides, eh bien, on voit ce qui peut rester de barres d'armature. C'est complètement rouillé, quoi. Elles sont complètement non seulement rouillées, mais désagrégées. On se rend bien compte qu'elles ne remplissent plus la fonction qui est prévue. Donc voilà les déficiences de ce pont. Voilà pourquoi actuellement on n'a plus le droit de rouler au-dessus avec des poids lourds. On va aller un petit peu plus loin pour montrer jusqu'où ont été les dégâts. Ah ouais. Voilà les dégâts qu'on peut constater sur la dalle inférieure. Si on se rappelle qu'on a vu là où on est rentré qu'elle ne fait que 13 cm d'épaisseur, vous voyez ici le niveau normal, on se rend compte déjà de ce qui manque comme épaisseur de dalle qui a déjà été complètement désagrégée avec ces fers d'armature qui sont complètement rongés, détruits. Donc on retrouve ces problèmes un petit peu partout. À plusieurs endroits, ouais. Donc voilà un petit peu dans quel état se trouve cet ouvrage. On se rend compte qu'il n'est plus possible de continuer à rouler avec les poids lourds au-dessus de cet ouvrage. La dalle, elle n'a plus de résistance, quoi. Elle est tellement souple que voilà. Ici on ne pourrait pas passer avec un chariot, avec des charges lourdes qui passeraient directement à travers. C'est pas mieux, c'est la même chose. Elle est complètement attaquée, rongée. Voilà. Donc en fait, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui reste de l'armature. Donc les fers ils sont complètement rongés, on se rend bien compte que c'est pas ça qui va reprendre des charges. Mais alors en fait, le trou dans le béton, ça a été fait pour se rendre compte ou bien ça s'est pas tombé naturellement? Non, ça tombe tout seul. Ah, ça tombe tout seul? Ça tombe tout seul avec les vibrations. Alors après, à certains endroits, effectivement, il y avait un petit bout qui est tombé, puis quand on a fait l'état des lieux, on a dû gratter un tout petit peu, pour, comme je viens de le faire, pour voir jusqu'où c'était, mais non, il y a des endroits, ça tombe tout seul, non, il y a des endroits, il y a personne. Ah, c'est le pire. Je ne sais pas si on passe à travers ou bien pas, mais c'est comme ça. C'est un peu toujours là où il y a une entrée d'eau. C'est toujours les problèmes liés à l'eau. C'est un problème de conception et de construction. Et on se rend bien compte que l'eau rentrée, elle est partout présente dans le pont. Elle est plus visible ici. Mais là, on peut se rendre compte. Voilà ce qui reste ici d'une barre d'armature qui était auparavant. Épaisse comme ça. Voilà. Et elle est complètement désagrégée. À certains endroits, elle a carrément disparu. Voilà, on voit ici, c'est complètement rongé. Voilà ce qui reste. Ouais, c'est que de la poussière de ferraille. Voilà, on est parti.
ce qui reste en bois d'acier. Regardez comment se dégrade l'acier. Voilà. Voilà. Ça, c'est censé reprendre les efforts du pont et on peut casser ça à la main. Là, imaginez-vous que si vous donnez un bon coup de marteau, vous aurez le trou et on sera à travers. Et on verrait dessous alors. Oui. Eh oui, Ok. c'est ça. Exactement. C'est que ce fer-là, il avait une section comme celui qui est ici en dessous. Donc, ouais, il ne reste plus rien. Voilà. Là, c'est bon. Là où c'est pour souffler, c'est complètement vide. Il y a une poche d'air qui s'est créée finalement. Ah ouais. Oui, on voit ici. Hein. Voilà. Si tu grattes, tu vas te retrouver avec la même chose que ça. Et là, au-dessus, on voit un autre problème, c'est la dalle supérieure, qui est dans le même état. On voit exactement la même chose, avec des éléments qui tombent. Ouais. Il faut s'imaginer que le secteur qu'on est ici, ben ça c'est sur 3,5 km, c'est la même chose. Donc c'est énorme comme travaux pour tout reprendre, tout ça. Aujourd'hui, on construit toujours des ouvrages avec du béton armé, c'est un peu le standard, mais c'est clair qu'on a d'autres possibilités aujourd'hui au niveau des étanchéités et tout ça. Et puis on sait ce qu'on a fait, peut-être pas idéal dans les années 60-70, et puis on a trouvé d'autres technologies pour créer des ouvrages un peu plus durables aujourd'hui. Cet ouvrage, en fait, il est composé de deux types d'armature. Il y a l'armature passive qu'on voit, c'est cette armature qu'on a vue au sol, plus dans la dalle supérieure, qui reprend une partie des charges, mais surtout longitudinalement, ce qui fait que l'ouvrage résiste aux forces en présence, c'est en fait une armature active, une armature de précontrainte. La précontrainte, en fait, c'est un câble qui est mis en place à l'intérieur des parois bétonnées, ici. Et lorsqu'on le met en tension, on comprend bien que c'est comme une corde. Si on tire dessus, ça va permettre de tenir l'ouvrage. Ces câbles sont mis sous forme en fait, d'une courbe. Cette courbe, elle est un point haut au-dessus des appuis, et au milieu de la travée environ, c'est un point bas. Donc en fait, ça fait une forme comme une courbe concave. Et au point bas, on se rend compte que si vous avez de l'eau qui va rentrer dans ces câbles, ça va être attaqué, et on le voit peut-être mieux de ce côté de l'ouvrage. On voit ces venues d'eau qui sont sorties là où nous avons le câble de précontrainte. En fait, la gaine où se trouve ce câble, elle a été mal injectée, on dira, lors des travaux de construction, liée au défaut d'étanchéité, liée au défaut d'évacuation des eaux. L'eau est entrée dans ces gaines et a non seulement amené de l'eau un peu partout dans le béton, mais surtout elle a attaqué également ces câbles de précontrainte. Les câbles de précontrainte, c'est aussi là qu'on a le plus d'eau qui s'est échappée. Donc on voit bien, on en avait un petit peu moins là-bas, et là on est au point bas du câble, on est à peu près à mi-chemin entre les deux piles, et on voit bien que c'est là qu'il y a le plus d'eau qui est ressorti. Parce que l'eau s'écoule le long du câble jusqu'au point le plus bas finalement. Puis normalement, il devrait y avoir, ce qu'on dit, il y a une couche de plastique. Normalement, il y a la gaine, on met le câble de précontrainte, on injecte du coulis. Et à certains endroits, on s'est aperçu qu'il n'y avait même pas de coulis à l'intérieur. Donc, défaut d'injection, ça a été fait dans les années 70 maintenant. C'est un petit peu trop tard pour invoquer des questions de garantie. C'est comme ça. Les travaux ont été, on dira, faits de manière avec les connaissances de l'époque. Et là, on voit bien, hein, si je tape, c'est prêt à tomber là. que si je mets avec un petit marteau là, et que je tire, tout ça va tomber, quoi. Donc aujourd'hui, le plus grand danger qu'on a, c'est carrément d'avoir du poinçonnement et d'avoir un endroit avec un véhicule, un poids lourd, un transport, on dira avec des grandes charges par essieu, d'avoir à des endroits comme ça, carrément, la dalle ici qui peut s'affaisser et avoir un poinçonnement à travers cette dalle avec carrément un cratère qui se formerait ici. C'est le plus gros risque actuellement sur cet ouvrage.
D'où la crainte quand il y avait les chars de l'armée qui étaient venus. Alors, oui et non. Oui, pourquoi? Parce que c'est quand même des charges importantes. Non, pourquoi? Parce qu'un véhicule sur chenille, il a une charge qui est relativement bien répartie. Donc, ça dépend comment, c'est pas forcément le véhicule le plus lourd qui va faire le plus de dégâts. C'est en fonction de la charge par essieu. Et quand on a un camion avec 40 tonnes, avec une charge concentrée sous une roue, ben, ça peut être bien plus dommageable qu'un char qui pourrait peser 80 tonnes mais qui est sur des chenilles avec une belle répartition. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a le poids mais il y a aussi la charge ponctuelle qui est peut-être encore plus défavorable. Oui, puis aussi pour le système d'évacuation des eaux, aujourd'hui on ferait complètement différemment. Alors on ne laisserait jamais entrer l'eau dans... Là où on va refaire, ce qu'on va faire c'est on va avoir ces tuyaux ici, non plus à l'intérieur, mais on va les faire à l'extérieur. Comme ça, c'est parfaitement visible s'il y a un dégât. Et puis, l'eau partira directement des grilles d'écoulement à travers la dalle et elle sera à l'extérieur. On ne met pas de l'eau à l'intérieur d'un ouvrage, c'est complètement idiot. Mais c'était très joli d'un point de vue architectural et d'un point de vue constructif, c'est une erreur, une aberration complète. Mais alors finalement, comment est-ce qu'on peut garantir que la sécurité est quand même là pour les voitures alors? Aujourd'hui? Ouais, c'est quoi qui alors, permet de... Comme on a fait tous ces tests sur la précontrainte, on a regardé où étaient les défauts sur les cartes de précontrainte. On s'est aperçu qu'on avait perdu environ, on va dire, 15% de la capacité portante. Heureusement, à l'époque, il avait été dimensionné assez généreusement, ce qui fait même avec cette baisse, on est toujours au-dessus des normes de sécurité. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était en ordre le facteur sécurité pour le trafic jusqu'à 3,5 tonnes, donc véhicule particulier. Et on a décidé de supprimer parce qu'on arrivait trop proche du seuil critique. Du seuil critique, on ira avec toujours des facteurs de sécurité, mais on arrivait trop proche du facteur admissible pour les poids lourds. Ça a été supprimé. On n'est pas du tout dans le cadre des ouvrages type gêne où pour avoir une rupture fragile de l'ouvrage en un instant avec une chute du viaduc. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. On pourrait avoir une déformation qui rendrait l'ouvrage inutilisable. Ce ne serait pas admissible pour nous, mais par contre, ça ne va pas mettre en péril des vies humaines. Mais ça pourrait être un poissonnement de la dalle et puis on devrait mettre en service le viaduc. Voilà. On va mettre une couche de béton fibré ultra performant. Ça s'appelle du BFUP ou maintenant du CUP. C'est du composite fibré ultra performant. En fait, c'est un béton rempli de fibres et qui, avec quelques centimètres, il permet non seulement d'augmenter la qualité statique de l'ouvrage, mais surtout, il est parfaitement étanche. Donc en mettant ça, on va faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on va faire une nouvelle étanchéité pour stopper ces lignes d'eau, pour éviter la poursuite de la dégradation, et surtout, on va aussi renforcer la dalle supérieure ici. On aura une résistance qui sera fortement plus élevée, et ça nous permettra de rétablir le trafic. Mais par contre, ponctuellement, il faudra faire des interventions sur la dalle inférieure. Mais il faut bien qu'on soit conscient, c'est qu'avec ces mesures d'assainissement, on va permettre de remettre le trafic libre, comme on appelle, c'est-à-dire les poids lourds, mais pour une durée d'environ 15 ans. C'est vraiment une protection qu'on va faire pour 15 ans. Ça ne va pas remettre l'ouvrage à neuf, bien au contraire. Il s'agit de prolonger la vie. Oui. Et puis de permettre de se poser la question qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est plus économique de refaire en 15 ans cet ouvrage ou est-ce qu'il est plus économique de réfléchir à un remplacement de l'ouvrage ou carrément à une refonte complète du système on va dire, de concept de mobilité dans le secteur de la jonction de route. On a eu de la pluie cette nuit et on voit l'eau qui s'écoule au goutte à goutte. Voilà, la petite bulle, la goutte qui se forme. Voilà, avec la pluie. On voit bien. L'eau elle arrive gentiment. Ça fait 40 ans que ça fait comme ça. Ok, donc c'est vraiment très impressionnant de voir l'état de ce pont finalement, comment tout se dégrade à petit feu. Il faut savoir qu'on est vraiment juste en dessous de la route ici, donc on imagine vraiment qu'il
il y a des véhicules qui passent juste au-dessus de nos têtes. Et maintenant, on va ressortir par le trou pour continuer la visite de l'ouvrage à l'extérieur. Non, en réalité, lorsque nous avons commencé à voir ces dommages au mois de mars 2019, c'est là qu'on a pris la décision de monter ces tours d'accès provisoires pour pouvoir faciliter l'accès, qui n'est pas vraiment facile, mais au moins pour pouvoir avoir des accès qui sont possibles. Sinon, il fallait venir à chaque fois avec un camion nacelle, et c'est aussi une raison pour laquelle il y avait peu de gens qui allaient à l'intérieur pour contrôler l'état général de cet ouvrage. Donc on va assainir, regardez avec la direction est dans ce sens, on va assainir le viaduc gauche, le viaduc droit, lui, il sera abandonné, vu son état général. Donc actuellement on a 2 fois 2 voies, mais on a les capacités de passer en 1+1, donc on va travailler avec 2 voies sur cet ouvrage, une par direction, et sur cet ouvrage-là, eh bien, on le condamne, et celui-là, on peut dire, définitivement abandonné. Mais du coup, il va être démoli ou bien il va rester quand même en place? On ne sait pas encore. C'est les politiciens qui décident. Ok. Il y a un aspect politique là derrière. Démonter un pont qui a 40-50 ans, c'est difficile. Mais nous, il va nous permettre par contre, puisque le BFUP, c'est quand même un produit, on dira maintenant, il est couramment utilisé. Il est utilisé déjà sur certains ouvrages. Le viaduc de Chillon a été assaini avec cette méthode. Mais ici, en faisant cet assainissement sur un pont et en ne faisant pas l'assainissement sur le deuxième, il va permettre de comparer la vitesse de dégradation du béton. Parce que là, on aura actuellement les bétons qui sont dégradés des 2 côtés, on va dire la même chose, c'est-à-dire on est déjà en mauvais état. On va essayer de stabiliser ce pont, tandis que le deuxième pont, eh bien, il sera laissé tel qu'il est. Et ça nous permettra de constater la vitesse de dégradation. Et peut-être bien que ce pont-là, d'ici 10 ans, eh bien, on se dira qu'il est vraiment totalement irrécupérable et qu'il devra être démoli. C'est immense, hein, ce pont il est vraiment immense. Et il y a des parties, on dirait vraiment pas qu'il est en mauvais état. Quand on regarde comme ça, il faut vraiment aller dans ses entrailles pour s'apercevoir du problème. Et là, on s'est déplacé à un endroit où les problèmes sont visibles depuis l'extérieur. Si on se retrouve sous la jonction autoroutière, à cet endroit, eh bien, les 2 ponts, on le voit, ils sont liés. Il n'y a plus 2 ponts jumeaux, mais un seul pont relié. Et dans ces zones-là, eh bien, on se rend compte des dégâts visibles déjà sur les bétons. On le voit ici au-dessus de moi, et on peut le voir si on va après de l'autre côté, également là où il y a des grilles d'évacuation qui ont malheureusement été réalisées d'une manière qui constructivement n'est pas bonne. Toutes les parties de ce pont ne sont pas dans le même état de dégradation. Tout ce qui se trouve en fait en pente est beaucoup moins abîmé du fait que l'eau s'écoule plus facilement et du coup il y a beaucoup moins d'infiltration qui se fait dans ces zones-là. Il s'agit pour l'essentiel des bretelles d'accès à l'autoroute ainsi que de la section sud du pont, celle qui passe par-dessus le pont CFF. C'est la fin de cette visite. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à la partager. Un tout grand merci à l'Office fédéral des routes et particulièrement à Monsieur Siegenthaler et à Monsieur Varon pour leurs explications et pour la visite du caisson de l'ouvrage. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle exploration et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!